bah tu sais, t'as qu'à grossir, tu vas prendre quelques kilos et puis tu te sentiras beaucoup plus en confiance. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui élève et qui amène les femmes dans les codir et les comex à parler et à porter leur parole, à aussi augmenter leur visibilité, je l'espère. Et aujourd'hui, je suis avec Cécile Mérine qui a travaillé pendant plus de 13 ans à Swiss Life et qui depuis une dizaine d'années est maintenant entrepreneur, et elle va nous parler de son expérience surtout chez Swiss Life dans lequel elle a été au COMEX. Bonjour Cécile et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Margot, merci à toi pour cette invitation, j'en suis ravie. Merci. Eh bien écoute, on va démarrer avec la première question que je pose à toutes les femmes qui viennent dans ce podcast, c'est quelle est ta propre définition du leadership ? Alors, ma propre définition du leadership, pour moi, le leadership, c'est donner envie, en fait. C'est donner envie d'avancer, et donc c'est donner envie à son équipe d'avancer, c'est donner envie à soi-même d'avancer, et en étant totalement authentique. Qu'est-ce que tu entends par authentique ? Authentique, c'est ne pas jouer un rôle, en fait. C'est vraiment être soi-même. C'est vraiment avoir conscience qu'on a des atouts, mais qu'on a aussi des faiblesses, et pas forcément chercher à les cacher. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc on avance ensemble, et on n'essaye pas de cacher ce qu'on sait pas, on n'essaye pas de cacher quand ça va pas, même si faut trouver la bonne limite, mais voilà, on est soi-même. Parfait. Ça résonne du coup avec la deuxième question. Quelle est l'ambition féminine pour toi ? Alors l'ambition féminine, je sais pas en fait si féminine est un mot à coller avec ambition. Il y a l'ambition d'un côté, qu'elle soit féminine ou masculine, pour moi c'est Il n'y a pas de la différence. même. Féminine, on pourrait se dire qu'effectivement il y a des contraintes qu'on joue quand même pas avec les mêmes règles ou les mêmes obstacles, même si pendant longtemps j'ai cru que c'était le cas. Donc voilà. Après, l'ambition, elle se joue à la fois sur le plan professionnel et à la fois sur le plan personnel. C'est-à-dire que moi, en tout cas, l'ambition que j'ai en tant que femme, c'est de pouvoir m'épanouir aussi bien dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, dans ma vie professionnelle. Et c'est peut-être là, effectivement, que le côté féminin est un peu plus présent, parce que mine de rien, on joue quand même beaucoup de rôles en tant que femme et maman, et professionnelle, ouais. Évidemment. D'où le nom du podcast Beyond the Role. Hein. Le but, c'est de rappeler, en effet, qu'on n'a pas que cette casquette professionnelle et que ça va bien au-delà de notre monde, de notre monde professionnel. Ça me donne envie de te poser une question. C'est une question que je pose de temps en temps dans le podcast. C'est quelle est la pire question que tu aies eue en entretien d'embauche, si tu as vécu des entretiens d'embauche? Écoute, j'en ai fait très peu. J'ai eu cette chance ou cette malchance. J'en ai fait passer un certain nombre. J'ai été très mauvaise, et j'ai certainement posé les questions que j'apprécierais pas qu'on me pose. Donc la fameuse question, c'est quoi vos qualités, c'est quoi vos défauts. Voilà. Non, franchement, j'ai pas été confrontée à des questions qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. C'est hyper intéressant. Et dans ce que tu partages, il y a justement cette idée de « j'ai pas eu besoin des entretiens d'embauche ». Comment est-ce que tu as évolué dans ta carrière alors, comment j'ai évolué dans ma carrière ? C'est une excellente question, parce que à de nombreuses reprises, j'ai toujours dit que je n'avais jamais cherché à progresser comme je l'ai fait, que j'ai eu de la chance. En fait, voilà, je pense que j'ai beaucoup travaillé. J'ai énormément donné.
Je pense que j'ai donné largement autant à mon employeur à l'époque que dans ma vie perso et voilà, je me suis énormément investie. J'ai pas eu le sentiment effectivement de le faire. J'ai eu le sentiment plus de le faire pour moi. Et j'ai eu cette chance en fait de ne jamais avoir à réclamer une promotion, une progression. Voilà. La seule chose que j'ai dû réclamer et où là les femmes on n'est pas très bonnes, c'est la rémunération. Voilà. Mais sur les fonctions, en fait, à force de travail, j'ai eu cette chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance et qui ont eu envie de me faire progresser. Mais parce que j'ai trouvé ma place dans l'entreprise et visiblement j'avais un rôle utile. Voilà. C'est marrant que tu aies utilisé le mot réclamer. Parce que réclamer, il y a une connotation hyper négative. Tu sais, réclamer, c'est un petit enfant qui réclame quelque chose. C'est presque un caprice, tu vois. Comment ça se fait que tu as utilisé ce mot-là? Il y a du vécu parce que tu te rends compte en fait. À l'époque, je vais parler comme une vieille, mais à l'époque, on parlait peu des inégalités hommes-femmes, et notamment sur les salaires. Et un jour, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup moins payée que mes petits camarades au même niveau. Et donc, oui, il a fallu aller réclamer. Parce que quand on réalise ça, on se dit mince, en fait, je suis pas féministe pour dessous, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir un traitement différent. Et puis finalement, quand on réalise ça vraiment, on se pose des questions, on se pose probablement les bonnes questions et on se dit mais en fait, je suis un peu le dindon de la farce. C'est potentiellement moi qui bosse le plus en termes d'heures. Alors peut-être je suis pas efficace, hein, mais bon, c'est pas parce que j'aurais pas eu mes promotions. Et puis en fait, il y a un écart significatif. Donc oui, en tout cas, réclamer oui, et ça c'est côté très féminin aussi. Je pense qu'on a plus de mal à parler argent de façon générale, et du coup je l'ai vécu comme une obligation de réclamer, comme quelque chose de négatif. Donc le terme réclamer, il n'est pas anodin, il est aussi lié à la façon dont je l'ai ressenti et le malaise qui est lié à ça. Justement, est-ce que ça a eu un impact sur ta propre relation à l'argent, de grimper les échelons, d'arriver au COMEX? Et j'imagine de parler peut-être argent pour le groupe et pour l'impact que ça aura sur les autres. Est-ce que ça a eu un impact sur ta propre relation à l'argent à toi? Ou c'était encore très décalé peut-être parce que c'était pour autre chose? Comment répondre à cette question? Un impact, forcément. Alors moi, je viens d'un milieu modeste, donc j'ai toujours eu à cœur de me souvenir d'où je viens et j'ai toujours éduqué mes enfants de sorte à ce qu'ils aient la valeur, la notion de la valeur des choses. Donc ça, c'est super important. Évidemment, quand on commence à gagner bien ou voire très bien sa vie, on a un rapport effectivement à l'argent un petit peu différent. Et d'ailleurs, je suis devenue entrepreneur par la suite. Les rémunérations sont absolument pas les mêmes, et donc il y a un gros travail ensuite à faire par rapport à ça pour accepter que on n'a plus le même niveau de rémunération, on n'a potentiellement plus le même niveau de vie. Alors c'est plus facile quand on a bien gagné sa vie avant, mais voilà. Après le sujet de la rémunération, de l'argent, reste un sujet sur lequel j'ai toujours du mal à échanger, en fait. Ça reste un sujet assez tabou, assez difficilement négociable. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, si c'est parce qu'on est en France et que c'est un sujet tabou. Il y a certainement un mélange des deux dans l'histoire.
Et c'est marrant parce que justement, tu parles de valeurs pour tes enfants, ce que tu partages pour tes enfants sur cette idée de valeur des choses. Et moi, ça résonne énormément cette notion d'argent et la rémunération avec la valeur de la personne, la valeur travail aussi, où tu disais j'ai beaucoup travaillé. Et je pense qu'on met souvent en relation, je travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Il y a l'ancienne phrase de travailler plus pour gagner plus qui est, qui est bien ancrée, je pense. En tout cas, avec à ma génération et je pense à celle qui était présente à ce moment-là. Mais donc, ce lien entre je travaille davantage pour gagner plus, est-ce que toi, ça résonne pour toi, ce lien entre travailler et argent ou pas du tout? Alors le travailler plus pour gagner plus, non pas particulièrement. Alors moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Ok. J'ai toujours travaillé énormément. Je pense que je travaillerai toujours énormément. J'ai appris à me poser un petit peu quand même depuis quelques temps, mais voilà. Donc je fais pas forcément de lien entre les deux. Je suis même parfois assez choquée parce que je pense qu'il y a des gens qui travaillent largement autant, qui se lèvent beaucoup plus tôt. Quand je prends le train très tôt le matin et que je vois dans le métro un certain nombre de gens qui font ça très certainement tous les jours, alors que moi je suis fatiguée, j'ai des valises sous les yeux parce que exceptionnellement je dois me lever très tôt. Je me dis, bah, ces gens-là ils méritent aussi de gagner suffisamment pour vivre décemment. Il n'y a pas forcément de logique. Voilà. C'est la responsabilité au sens peut-être charge mentale qui est parce que voilà, moi je fais partie de ces gens et, et que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur à mon compte, tu vois, j'ai toujours fait comme si c'était ma propre boîte et la charge mentale, elle s'arrête jamais. Le soir, le week-end, les vacances. Moi, je suis construite comme ça. Voilà, donc je suis très très impliquée en fait. C'est plus une notion d'implication, y compris mentale, que de temps de travail en fait. C'est hyper intéressant et tu vois, je parle avec beaucoup de RH ou de DRH avec le cabinet et il y a un point qui revient très souvent, c'est comment est-ce que j'arrive à impliquer, à engager mon équipe, mes équipes, et comment je peux faire pour partager ça aux managers et comment est-ce que les managers peuvent engager leurs équipes, etc. Et finalement, ce que tu disais au début, c'était un peu ça, ta définition du leadership. Comment est-ce que tu arrives en étant toi très, très engagé, très, très impliqué, comment est-ce que tu arrives à le montrer aussi aux autres et à pousser les autres à être aussi impliqués que toi? Ou est-ce que déjà, les autres sont peut-être moins impliqués que toi? Alors déjà, tu utilises le terme pousser les autres. Et en fait, moi, j'utiliserais le terme tirer les autres. Tirer, j'adore. C'est-à-dire qu'il faut les embarquer, en fait. Et ça, c'est super important. Faut leur donner envie. C'est pas leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, ça marche pas. Mais par contre, leur donner envie parce que ils te voient impliqué et parce qu'ils te voient. Alors impliqué, c'est pas le terme. C'est super motivé, c'est passionné en fait. En fait, moi, j'essaye de travailler avec passion. Si je suis pas passionnée, voilà, ça marche pas. Donc j'ai eu cette chance d'exercer alors plusieurs métiers parce que j'ai cette possibilité d'évoluer, mais c'est aussi cette passion et cette envie de découvrir que tu peux montrer en fait. Et quand tu arrives à montrer ça, bah en fait les équipes te suivent. J'ai en tête une de mes dernières expériences entrepreneuriales où j'ai construit l'équipe quasi en totalité et en fait on sentait cette envie partagée en fait. On était tous passionnés par ce qu'on faisait. Voilà, certains avaient des hauts à certains moments, d'autres avaient des bas. Moi j'ai tendance des fois je me dis que c'est pas terrible et j'en souffre un peu aussi parce que moi j'ai tendance à me considérer comme étant dans l'équipe, tu vois, même si je dois manager ou diriger une équipe, je me sens
partie intégrante de l'équipe avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, mes forces et mes faiblesses. Et parfois, ça peut me jouer des tours parce que je me rends compte que, voilà, quand t'es le patron, entre guillemets, alors je fais des signes, on les verra peut-être pas au podcast, mais je fais des Entre petits guillemets. voilà, et bien, il y a des choses que tu peux pas attendre, des comportements que tu peux pas attendre, des extra travail qui se font, et puis ça se fait sans toi, et t'es un peu déçu parce que tu dis, moi aussi, je fais partie de l'équipe. Mais voilà, c'est être soi-même, en fait. Et c'est l'humain avant tout, et la passion, et partager cette passion, en fait. Voilà. Décréter, il y a qu'à, faut qu'on, ça marche pas. Ça marche pas. Faut avoir envie pour faire du bon travail. C'est Ouais, vrai ça pour résonne moi et c'est vrai énormément pour tout avec le monde. le fonctionnement et le besoin du cerveau. On dit très souvent qu'on influence davantage par le plaisir que par la peur. Il y a une étude qui a été faite sur les hôpitaux où c'était marqué il faut absolument vous laver les mains sinon vous allez donner des maladies, etc. Donc un peu la peur d'être au démarrage d'une maladie de quelqu'un. Et en fait, ça marchait pas du tout. Alors que quand ils ont commencé à rendre ça plus amusant en mettant des points, ils pouvaient jouer entre eux et se dire bon, moi je me suis plus souvent lavé les mains que toi, etc. Donc davantage de plaisir. En fait, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ça résonne avec ce que tu dis, la notion de passion. Je te montre ma passion, je te partage les choses. Je t'incite à être plus curieux. Je t'incite à te questionner sur certaines choses sur ton métier. Est-ce que vraiment t'es passionné? Qu'est-ce qui te fait plaisir au quotidien dans ton métier plutôt que d'être dans un métier où les choses sont compliquées et sont dures au quotidien. Euh, Quand je dis ça, j'ai quand même une partie de moi qui revient sur la conversation qu'on vient d'avoir, où je me dis que, en effet, tout le monde n'a pas forcément la chance d'aller chercher et d'atteindre ces métiers passion-là. Et en même temps, j'ai envie de pousser ceux qui s'imaginent qu'ils n'ont pas cette chance-là et pas cette possibilité-là, à essayer d'aller chercher d'autres prismes et d'autres perspectives. Écoute, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Je vais faire mes courses. Ça, c'est pour le côté métier passion, parce qu'en fait, je pense que tout métier peut être fait avec le sourire. Et je vais faire mes courses, et j'arrive en caisse, et la caissière que je connais très bien parce que ça fait des années que je passe toujours à cette caisse parce que c'est la caisse livraison et c'est toujours la même personne, et voilà, était faisait la tête, était de mauvaise humeur parce que la personne d'avant avait sali le tapis, etc. Enfin bon, bref, peu importe. Et puis moi j'étais de super bonne humeur. Je revenais de vacances, je revenais du Brésil, etc. Et j'avais un bracelet brésilien, et donc elle me dit, oh, il est joli votre bracelet et tout. Et on s'est mis à parler. Et on a parlé donc de mon aventure au Brésil, etc. Elle m'a posé un certain nombre de questions, et progressivement, j'ai vu son comportement complètement changer entre le moment où je suis arrivée en caisse et le moment où je suis repartie. Et après, moi, je suis rentrée chez moi à pied, et j'avais la banane jusque là, et je me suis dit, en fait, elle aussi. Et j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, en fait, elle n'était pas contente. Finalement, elle fait pas un métier facile parce que les gens sont pas faciles, et pour avoir moi-même fait de la relation client, avoir pris le téléphone, les gens sont très compliqués. Et j'étais toute fière de moi, puis je me suis dit, en fait, voilà, si j'ai pu éclairer sa journée, en tout cas elle a éclairé la mienne. Donc voilà, pour la petite anecdote, en fait, je pense que toute situation, tout métier, tout peut se faire avec une certaine passion, parce qu'en fait, c'est la façon dont tu vis les choses, et dont tu réagis par rapport aux choses, et ne serait-ce que de travailler avec le sourire, c'est super important, quoi. Ouais, j'allais dire, c'est contagieux même ces choses-là, hein. Là, tu parles d'une caissière avec toi, mais finalement, ça fonctionne du leader avec son équipe et dans l'équipe aussi, d'aller chercher à booster ça. Et il y a un point là-dedans qui est hyper important et j'ai envie de partager ce message parce que je pense qu'il faut le mettre davantage en avant. C'est que quand on est énervé, quand ça va pas trop, quand on n'a pas une super bonne humeur, ça peut changer en un claquement de doigts, en croisant quelqu'un qui a un sourire, en repensant à un souvenir qui nous a fait plaisir. En fait, ça change beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. On a l'impression que ça y est, on s'est levé du mauvais pied, donc toute la journée va mal se passer. C'est pas le cas. Il y a plein de choses qui peuvent changer ça et merci de l'avoir montré avec ton histoire. Ça me permet de rebondir sur, je sais pas si ça rebondit du coup, mais sur les moments au Comex chez Swiss Life. Comment est-ce que toi, justement, tu interagissais? T'as dit que t'étais toujours un peu la même, que tu changeais pas trop. Est-ce que quand même,
dans ces moments-là de prise de décision, dans ces moments-là un petit peu où, je sais pas, il y a de l'argumentaire, il y a des choses un petit peu où il faut se mettre en avant. Est-ce que tu changeais un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses que tu modifiais de toi par rapport à comment tu étais avec ton équipe? Alors, c'est une excellente question. Alors, en termes de comportement déjà, moi j'ai passé des années à me comporter et m'habiller comme un homme. C'est terrible, hein. Et en fait, je pense que, et ça c'est un très mauvais conseil, je pense qu'on m'a donné quand c'était mon expérience d'avant où j'étais consultante, et en fait je faisais des valorisations de compagnie d'assurance, peu importe, mais je me retrouvais confrontée du haut de mes 22-23 ans à des dirigeants d'entreprise à qui je disais votre entreprise elle vaut tant. Et j'avais exprimé à l'époque à mon manager, que bah, c'était difficile pour moi à 22-23 ans de faire ça. Et il m'avait dit, bah tu sais, t'as qu'à grossir, tu vas prendre quelques kilos, et puis et puis tu te sentiras beaucoup plus en confiance. Et en fait, je pense que quelque part, ce que j'ai fait dans mon Comex ensuite, c'est que oui, je m'habillais comme les hommes, je me comportais comme les hommes, je n'étais jamais choquée par des réactions qui, avec le recul, peuvent aujourd'hui me paraître relativement sexistes quand même. Mais à l'époque, ça ne me choquait pas, et je pense que je me suis vraiment transformée en homme. Donc en fait, j'ai très peu utilisé d'arguments plus féminins. La seule chose qui me rendait quand même féminine, c'est que, alors moi j'étais droite dans mes bottes, au sens où je pense quelque chose, je dis ce que je pense, et je m'y tiens. Alors, sauf si effectivement, et là c'est autre chose, c'est que on peut avoir des idées différentes et on peut cheminer dans l'échange. Mais je vais pas retourner ma veste si je suis convaincue de quelque chose, et ça c'est super important, parce que c'est super important de pouvoir se regarder dans la glace le matin et se dire je suis restée alignée avec mes valeurs. Ça c'est très important. C'est peut-être un peu plus féminin que masculin, surtout plus on monte dans la hiérarchie. Voilà, et c'est probablement ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, je me suis un petit peu cogné la tête contre un plafond de verre. C'est que voilà, je reste très alignée sur mes valeurs, sur ce que je pense, et et c'est et et voilà, ça peut potentiellement donner une impression d'hystérie ou de manque de flexibilité. Et je pense que c'est assez féminin en fait. OK. Dans ce que tu partages, c'est marrant, ça résonne beaucoup avec ce que d'autres femmes du podcast ont partagé. On a, dis-moi si tu es alignée, on m'a partagé aussi que de temps en temps autour de la table, c'est très souvent le DG parle et du coup il faut suivre ce que le DG dit, et que parfois non, en fait, faut pas suivre ce que le DG dit, et c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le DG qui l'a dit que c'est vrai. S'il a les bons arguments, oui. Il n'y a aucun problème pour échanger et parce qu'on s'enrichit, on n'a pas forcément toutes les idées, et on peut changer d'avis. Ça, c'est super important. Dans le leadership, c'est aussi important. Bien, on peut changer d'avis parce qu'on s'enrichit du collectif. Mais par contre, c'est pas parce que un tel qui a telle fonction a dit ça que c'est une réalité. Et si tu as des convictions et qu'il n'y a pas les arguments pour te les faire changer, peu importe effectivement la position de la personne. Alors après, il faut le faire de façon intelligente et avec une grande intelligence, y compris émotionnelle. Mais oui, ça c'est vrai. Et je pense que les femmes, on est beaucoup plus alignés que les hommes là-dessus. Ça c'est certain. Et justement, en termes de posture, comment est-ce que tu gères cette idée de j'ai besoin de quand même garder mon, j'ai envie de dire ma
ma posture de connaissante, je sais ce que je fais d'expertise sur mon domaine, et en même temps de garder cette ouverture d'esprit-là dans ces moments de prise de décision et d'argumentaire. Comment est-ce que tu crées cette posture-là qui va un peu pouvoir jouer entre ces deux casquettes de je suis une experte et je sais un peu tout ce que je dois connaître sur mon domaine, et en même temps je reste très ouverte sur ce que tu peux m'apporter, puisqu'en effet je suis alignée avec toi, hein, on peut apprendre de tout le monde et on peut apporter à tout le monde. Ben, en fait, pour moi, être experte, ce n'est pas tout savoir, c'est avoir la bonne boîte à outils. Donc cette boîte à outils, elle peut servir à construire plein de choses différentes. Donc en fait, c'est pas, je mettrai pas en opposition cette compétence et le fait qu'on puisse apporter de l'eau au moulin quelque part, parce que la compétence sont les outils en fait. Voilà. Et, euh, et dans les compétences, il y a des choses, il y a des choses très techniques et il y a des hard skills et il y a des soft skills. Et, euh, et je trouve que les soft skills sont pas suffisamment enseignés ou alors enseigner c'est difficile, mais en tout cas pratiquer. Euh, voilà, là je vois, je travaille avec des étudiants et c'est super important d'apprendre à travailler et à utiliser ces soft skills et je trouve qu'on n'est pas forcément super bon. Certaines personnes disent même que maintenant, avec l'évolution d'internet, de l'IA, etc., les soft skills vont être de plus en plus sur ça que les gens vont être recrutés, et de moins en moins sur les hard skills qui pourront de plus en plus être remplacés. Donc en effet, c'est un point encore plus important qu'avant, de travailler, d'en s'entraîner, de se questionner, et puis même d'apprendre de soi en fait, parce que quand on travaille ces soft skills, on apprend aussi de soi, de ses valeurs et de ce qui en découle. Et on travaille à sous contrainte parce que effectivement le télétravail c'est quand même moins évident de partager des émotions à travers un écran qu'en face à face. Donc ça va être d'autant plus important d'avoir ces soft skills qu'il faut arriver à les faire passer à travers un écran. Exactement, exactement, et à travers un écran, mais aussi à travers, enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui sont un peu, qui ont un impact. Je pense aussi à l'intergénérationnel. Je sais qu'il y a certaines soft skills qui vont être OK entre une certaine génération, mais qui finalement, quand on doit les faire de manière intergénérationnelle, en fait, ça c'est pas exactement la même chose. Tu dois pas la faire de la même manière, tu dois pas la montrer de la même manière. Donc, en effet, hein, c'est très, touchy, j'ai envie de dire, de travailler ces soft skills, et en même temps, je pense qu'il faut essayer de les challenger, de les utiliser, et il faut se tromper des fois. C'est indispensable. C'est indispensable. Moi, je suis convaincue qu'il y a. Alors, tu me demandais ma définition du leadership en intro. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de bon leader sans soft skills pointus, parce que parce que je dirais que c'est probablement le plus important. Et en parlant de soft skills, il y a une soft skills qui est assez intéressante, je trouve, c'est la notion de prendre des décisions ou de faire des choix, en tout cas. Et pour moi, c'est une compétence, c'est une soft skills, hein, cette idée de j'arrive à prendre des décisions C'est relativement indispensable. rapidement. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous partager un choix difficile pour toi dans ton parcours, peut-être un choix difficile entre vie pro, vie perso, un choix difficile ou même un choix difficile dans le Comex. À toi de voir ce que tu as envie de partager. Un choix difficile. Ouais, il y en a. Alors, il y en a dans la vie entre la vie pro et la vie perso, il y en a plein. Ouais. Ça, c'est sûr. Arriver à dire non, c'est une Mm. décision. Et Oui, c'est une bien sûr. décision qui est extrêmement difficile. Voilà. Après, les choix difficiles. Non, j'ai pas vraiment en tête. Je pense que les choix, ils sont difficiles quand ils sont pas partagés ou éclairés. Tu vois, quand c'est du spontané, que c'est de l'émotionnel, c'est un choix difficile. Quand les choix sont réfléchis, ils peuvent paraître difficiles au départ et puis ensuite ils deviennent une évidence en fait. Je pense que ce qui est important, c'est de ne jamais prendre de décision pardon, sous le coup de l'émotion. Après les choix, un non-choix et c'est difficile. C'est beaucoup plus facile une fois qu'on a tranché.
Donc voilà. Les choix difficiles, en fait, qui ont pu me paraître difficiles, j'ai oublié parce que une fois qu'ils sont pris et qu'on est aligné, c'est pas forcément difficile. Le non-choix est plus difficile. Le choix le plus difficile de ma vie, ça a été quand même mon divorce. Donc voilà. Après, mais, j'en souris aujourd'hui et dans la vie professionnelle, je pense que les choix doivent être éclairés et sont pas forcément difficiles. Si, il y a un choix difficile que j'ai dû faire et qui était lié à une erreur que j'ai faite. Qui n'est pas lié au fait que je sois une femme particulièrement, mais j'ai accepté de travailler avec quelqu'un qui était aussi une amie, et ça s'est pas bien passé. Et il a fallu que je prenne la décision d'arrêter la collaboration. Ça, c'est un choix extrêmement difficile parce que ça touche encore plus à l'humain parce que ça touche à toute la sphère privée, Privé et personnel, en fait. Donc, ouais. Voilà. Donc un bon conseil, ne travaillez jamais avec vos amis. Gardez les amis pour ce qu'ils doivent être et voilà. Mais moi, je sais pas faire de différence entre ma vie pro, ma vie personnelle, et du coup, je n'avais pas imaginé que ça puisse mal se passer. Et c'est triste. Voilà, je le regrette profondément. Et voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas tout mélanger. Ça me permet de rebondir sur l'idée d'erreur, parce que je pense qu'il y a un gros frein aux femmes pour évoluer et pour passer les étapes supérieures, accepter des promotions, etc. Parce qu'il y a une énorme peur de l'erreur, une peur de se tromper, une peur de pas être à la hauteur. Donc on connaît la vieille stat qui est toujours malheureusement très accurate, très réelle aujourd'hui. Merci. Qui est qu'une femme va postuler à un poste quand elle a 80 à 100% de l'offre de poste versus un homme qui va avoir entre 30 et 50%. Donc cette idée-là de si je suis pas à la hauteur et si j'ai des choses à apprendre et que je me trompe en apprenant, ça bloque beaucoup de femmes à grandir. Et justement, est-ce que tu voudrais partager des conseils, des stratégies, des choses que tu as pu mettre en place si de temps en temps tu t'es pas senti à la hauteur d'un poste mais tu as quand même accepté cette promotion? Et peut-être que oui, il y a des petites choses sur lesquelles tu t'es peut-être trompée, mais comment ça a éclairé ton chemin? Il y en a plein. Il y en a forcément plein. Oui, alors ce syndrome de l'imposteur, c'est clair, je suis 100% convaincue qu'il est bien plus présent chez les femmes que chez les hommes et que c'est un vrai frein. Et à chaque fois qu'on m'a questionné sur quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un, c'est fais-toi confiance. Voilà. Fais-toi confiance parce que personne ne sait tout. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a un bagage en fait. On a un bagage et après c'est ce qu'on en fait. Mais on ne sait pas tout. Voilà. Je pense que nous, c'est femme parfaite. Il faut que tout soit parfait. Sans erreur, que tu fasses tout bien dès la première fois. Voilà. On gère quand même beaucoup de choses et sans passer pour une féministe, je pense qu'on gère quand même pas mal de choses quand on a une famille, des enfants, une vie professionnelle bien remplie et même quand on n'a pas de vie professionnelle. D'ailleurs, un petit salut aux femmes au foyer qui font un travail remarquable que je n'aurais pas fait personnellement. Voilà donc. Non, je pense qu'on a ce syndrome. Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut oser. Ça, c'est toujours ce que je dis. Il faut oser parce qu'en fait, c'est juste oser et les hommes, ils osent. Dans le quotidien, comment est-ce que tu fais pour oser quand tu as cette petite peur de te tromper? Ça serait quoi ton conseil de dire, t'as osé, tu t'es trompé, qu'est-ce que tu fais derrière? La première fois, un peu difficile. Après, faut analyser. Moi, chaque fois que j'ai osé, finalement, ça a été positif. Et puis, de toute façon, c'est quoi les enjeux? C'est quoi l'enjeu finalement si on ose et qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, je crois qu'il faut remettre les choses au bon niveau en fait et se dire que, par contre, si jamais j'ose pas et que je le regrette, je risque de le regretter très, très longtemps. Donc, finalement, c'est quoi l'enjeu? C'est de ne pas y arriver.
franchement, le risque est quand même limité. Puis je serai pas la première. Et puis on travaille rarement tout seul. Donc voilà, la peur de l'échec. En fait, la peur c'est pas bon. Et en fait, ça n'est qu'une peur. Ne pas oser, c'est avoir peur de l'échec. Et la peur, ça n'amène rien de bon. Donc voilà, il faut oser. Il faut oser. Voilà. Et bien s'entourer et faire confiance, se faire confiance et faire confiance aux gens qui nous entourent parce qu'on n'est jamais seul en fait. Comment est-ce que tu as été aidée, toi, du coup? Comme tu dis que tu jamais seule, j'imagine que tu as été aidée pour évoluer, pour atteindre des postes qui t'intéressaient, qui t'ont challengée, qui t'ont passionnée, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que tu as été aidée? Sans mes collaborateurs et tous mes collaborateurs, mes, mes boss, mes pairs, mes N-1, mes N-2, et tout. Enfin, je suis convaincue que je n'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait. Parce que bah voilà, l'entreprise c'est un travail d'équipe, c'est un collectif. Et donc c'est super important d'arriver à fonctionner ensemble. Et je pense que c'est la clé en fait. C'est la clé. Donc des conseils c'est aller chercher là où elle est la compétence et le conseil, et être vraiment dans l'ouverture et l'écoute. Ne pas partir en se disant je sais. On peut avoir une idée, on peut imaginer avoir la réponse à une problématique, mais c'est toujours important de se confronter à la vie des autres, moi je pense. Ça ne veut pas dire qu'au final on ne prendra pas la décision qui nous semblait raisonnable et qu'on avait en tête au démarrage, mais voilà, s'enrichir de ce que les autres peuvent apporter, parce qu'on a tous quelque chose à apporter à un sujet, à une décision. Il y a un moment, après, il faut trancher. Donc, on tranche avec le jeu de cartes qu'on a réussi à réunir. Mais voilà, ça, après, faut arriver à trancher. Ouais. Et justement, dans ton évolution, à quel moment tu as eu besoin de trancher un peu? Tu as eu besoin d'être un peu plus décisionnaire, on va dire, sur ton évolution? Alors, la première grosse... c'est ce que j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est être capable de dire non. Moi, je savais pas dire non. Et à l'arrivée de mes enfants, il y a un moment, quand le fonctionnement de certains, c'est d'arriver tard le matin et de faire les réunions tard le soir, et que tu as une nounou à la maison, t'as pas le choix. Donc au début, c'est difficile parce que tu sais pas dire non. Et puis après, tu apprends, et surtout ton entourage apprend. Puis tu te rends compte que c'est pas la fin du monde si une certaine heure, bon, c'était assez tard, hein, déjà, mais tu es obligé de partir, et non, pas de réunion à cette heure-là, non. Voilà. Donc ça a été, c'est pas complètement une décision, mais c'est un comportement, et ça conduit à des décisions derrière. Ensuite, il y a certaines décisions, et là je vais basculer sur mon côté, sur l'entrepreneuriat. Le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, il m'a fallu un coup de pied au derrière, si je peux me permettre cette expression. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours été intrapreneur, et qu'en fait l'entrepreneuriat c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé faire. C'est une décision qui est quand même lourde de conséquences. Y compris financière, on en parlait tout à l'heure, et donc c'est pas évident. Et c'est quand je me suis pris le plafond de verre que j'ai dit en fait, j'y vais, parce que de toute façon j'étais dans une époque, dans un moment charnière. Et là je me suis pas posé la question, mais ça faisait un petit bout de temps que ça me titillait, comme on dit, et sans que j'arrive à prendre cette décision. Donc c'est une décision professionnelle pour moi. C'est peut-être les plus difficiles, mais
mais voilà, ça c'est une division pas... C'est hyper intéressant. Est-ce que, imaginons, peut-être que tu pourras pas me répondre, mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu le plafond de verre, tu aurais continué ta carrière chez Swiss Life ou en tout cas dans ces entreprises? Et ça aurait été dommage. Non pas que, enfin franchement, je me suis régalée, j'ai adoré ces 13 ans et merci Swiss Life, hein, qui m'a énormément enrichi, qui m'a fait confiance. Enfin, il n'y a pas de sujet, mais voilà, je pense que chaque période de vie est propice à d'autres, à faire d'autres choses. Et en fait, ce qui à l'époque, parce que la fin était un peu compliquée, à l'époque a été ce que j'ai vécu comme un drame, finalement a été une énorme opportunité et non, je regrette absolument pas et je regrette aucune de mes périodes professionnelles, voilà. Mais je pense qu'effectivement, si ça s'était pas fait de façon un peu dramatique, il est possible que je n'ai pas passé le pas. Voilà. Et après, bah, c'est le hasard des rencontres qui fait que voilà, j'ai rencontré mon futur associé et puis on a décidé de s'associer et puis voilà. Mais ça, je l'ai vécu souvent depuis. Je pense que la vie nous envoie ce dont on a besoin au bon moment. Voilà. Ouais, je suis alignée. Il faut faire confiance en fait. Et justement, je pense que c'est une petite aparté parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. On dit que l'entrepreneuriat, c'est ta liberté, c'est ta manière de t'émanciper, de plus être accroché à une société, etc., une entreprise, etc. Je pense que c'est pas totalement vrai. Je pense que comme tu l'as dit, il y a des choses qui sont très difficiles dans l'entrepreneuriat et je pense qu'il y a déjà énormément de choses à faire en intrapreneuriat dans l'entreprise quand tu es sur quelque chose de passionnant pour toi et quelque chose qui t'apporte et qui te challenge, quand tu as aussi autour de toi, et on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce podcast, mais il y a très souvent la notion d'environnement, et là tu l'as un peu dit en étant hyper reconnaissante de Swiss Life et de ce qu'elle t'avait apporté, mais l'entreprise est aussi un endroit où s'il y a les bonnes personnes bien évidemment autour de toi et qu'il y a une bonne culture, c'est un endroit où tu peux faire énormément de choses aussi, pour moi tout autant qu'en entrepreneuriat, voire même d'autres choses. Moi, je dis très souvent que toute ma partie salariat m'a permis de démarrer en étant investisseur immobilier. Ce que toi, tu dois le savoir maintenant, ce qui est beaucoup plus compliqué quand on est entrepreneur, puisqu'il y a beaucoup moins de sécurité de l'emploi, de l'argent et de tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat pour les banques. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre de l'entreprise. Et j'ai aussi envie d'avoir ce message-là, comme on parle, tu vois, de tes deux casquettes. Je pense que c'est important de montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en entreprise, tout comme il y a beaucoup de choses à faire en entrepreneuriat. Ouais, je partage assez. Après, c'est pas la même agilité. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, ma dernière expérience chez Swiss Life, j'avais en charge toutes les opérations, donc les services clients, et j'avais envie de faire plein de choses. Et malheureusement, bah voilà, il y a 650 personnes, on est dans une grosse entreprise, les décisions, elles se font pas uniquement à la lumière de ce qui se passe côté opération, donc en fait est née une véritable frustration parce que je voyais des choses à faire et je n'avais pas les moyens de les faire. Et je dirais que c'est probablement ce qui m'a donné envie de basculer dans l'entrepreneuriat. Après, j'ai compris que dans l'entrepreneuriat, on avait l'agilité, mais on n'avait pas forcément les moyens. Donc, on travaille toujours sous contrainte en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et les deux sphères sont extrêmement enrichissantes. En fait, je pense que la richesse, elle vient de soi-même et de sa capacité à évoluer dans ces environnements et d'aller chercher dans ces environnements ce qui est bon à prendre. Et il y a plein de choses bonnes à prendre des deux côtés en fait. Voilà, c'est juste différent. Je suis alignée vraiment. Merci beaucoup. Et du coup, là, il y a une question qui me vient en parlant de ces deux sphères, parce qu'en fait, dans ces deux sphères, tu as la casquette de leader. Peu importe que tu sois en entreprise ou en entrepreneuriat. Quel est le mythe un peu sur le leadership féminin que là, tu aurais envie de briser? Quelque chose qu'on t'a peut-être dit ou qu'on t'a partagé une fois et où t'as dit mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les femmes ou
Écoute, j'ai pas d'exemple comme ça, c'est terrible pour ta conclusion, mais j'ai pas d'exemple de mythe. Après, ça peut être des idées reçues, hein. Tout comme ton idée tu dois être plus grosse pour faire plus d'influence ou j'en sais rien, c'était hyper bizarre comme conseil. Mais ce genre de conseils un petit peu qui ont rien à voir avec le leadership en fait. Parce que le leadership, on l'a dit, c'est des soft skills, c'est pas vraiment ton poids. Non, après c'est alors mon expérience est très particulière parce que moi j'ai eu quasiment quand j'étais salariée, j'ai eu quasiment toutes mes promotions quand j'étais en maternité. Donc j'ai du mal, tu vois, quand j'entends la maternité est un frein à la voilà, à Un la frein à promotion la promotion, un frein à et l'évolution. on peut pas être leader et avec un gros ventre en même temps. Bah si en fait, si. Voilà, faut pas se laisser marcher sur les pieds. Et là-dessus, des conseils pour les femmes qui rentrent dans cette période et qui ont peur de ne pas avoir cette posture de leader, qui ont peur que ça change, qui ont peur que ça impacte ou que ça influence. Qu'est-ce que tu voudrais leur partager ? Arrêter d'avoir peur parce que c'est la peur qui fait que du coup on a un comportement qui est différent. Voilà, de toute façon les enfants on les fait tous ensemble. Hein, il faut un homme, une femme. Donc voilà, c'est pas parce que on a le ventre qui s'arrondit et qu'on a un petit peu de fatigue, alors même un petit peu beaucoup parfois, et peut-être un petit peu plus de sensibilité qu'on n'est pas capable en fait. Au contraire. Je dirais que même cette sensibilité, elle peut faire des bonnes choses, mais je pense que ce qui bloque, c'est la peur. Donc, il faut arrêter d'avoir peur, en fait. Voilà, c'est normal. Et c'est Tout quoi ça, c'est tes normal. outils à toi alors ? Qu'est-ce que tu as utilisé dans ton quotidien pour arrêter d'avoir peur et pour, tu le disais tout à l'heure, hein, pour oser finalement ? Oser prendre la parole, oser prendre des décisions difficiles, oser faire ces choses-là. Alors, j'allais dire, il y a deux périodes dans ma vie. Il y a la première période qui est celle où effectivement j'avais peur et je compensais par beaucoup de travail. Voilà, moi je suis une besogneuse, comme je dis, et en fait, et c'est là que je dis que je travaillais beaucoup plus que mes petits camarades de Comex et que c'était une façon de me rassurer quelque part. Donc ça, c'était la première, ça a été ma première étape de vie, on va dire, et de vie professionnelle. Et puis ensuite, j'ai entamé un travail très personnel. Je me suis mise à réfléchir un petit peu, à ressentir mes émotions, à les accepter, à méditer, enfin des choses qui me paraissaient, mais enfin qui étaient desquelles j'étais très très éloignée, et je me suis rendu compte en fait que c'était extrêmement enrichissant, et que dans sa vie perso mais aussi dans sa vie professionnelle, bah, ça permettait d'être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus et du coup beaucoup plus efficace, et voilà, moi je ne peux que conseiller de prendre un petit peu de temps qui peut paraître une perte de temps, mais prendre du temps pour soi, de se faire accompagner, de se faire coacher, de prendre le temps de voilà, de ressentir aussi ses émotions, de voir ce qui se passe, et puis de se rendre compte que bah, finalement une émotion, ça arrive à un instant T, ça passe, et que on peut la transformer positivement. Voilà. Mais j'étais à 10 000 lieues de tout cela à l'époque où je suis rentrée au Comex, par exemple. C'était vraiment je travaille parce que c'est comme ça que je peux avoir confiance en moi. C'est hyper intéressant parce que quand tu partages sur le travail sur soi, travailler sur ses émotions, travailler sur de la méditation, de la pleine conscience, ce genre de choses, ça a un impact très fort sur un point qui, pour moi, est hyper important dans le leadership, c'est la présence. D'être vraiment là, en fait. Et de pas être en train de penser à 15 000 autres trucs quand tu es avec ton équipe ou quand tu vas prendre des décisions. Ça permet aussi de faire des choix réfléchis, hein, ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure, évidemment. Mais cette notion de présence, elle est très forte et je pense que c'est un atout d'être une femme. C'est un atout d'être une femme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ressent déjà pas mal de choses qu'on va essayer d'enfouir, hein, bien sûr, et c'est certainement pour ça que tu avais l'impression d'être à milieu de ces choses-là, parce que on fait un déni un petit peu, mais finalement, on a une facilité par des hormones, par plein de choses qu'on va générer de manière naturelle
à justement avoir cette présence-là et à avoir davantage de choses, davantage de body language qui vont se passer chez les personnes. Et en fait, plus tu vas aller le chercher, plus tu vas avoir d'autres informations qui vont alimenter finalement ton leadership et où tu vas créer un lien qui va être complètement différent et qui va t'amener de plus en plus à inspirer et à tirer et pas à pousser les gens, je pense, comme on le disait tout à l'heure, comme tu le partageais. Je partage complètement et je pense on a une certaine sensibilité, une certaine réceptivité qui est un véritable atout en fait. Si on sait gérer tout ça, je pense que c'est un véritable atout. Alors, et on l'accepte en fait. On l'accepte. Je mets une parenthèse, il y a des études qui questionnent est-ce qu'on a cette sensibilité en plus ou est-ce que c'est les générations passées qui nous l'ont donné et du coup c'est pas forcément inné dans nos gènes de femmes, mais c'est par nos générations, j'en sais rien. Je place juste cette petite parenthèse. Je suis aussi d'accord avec ça, mais peu importe, le résultat est là. Exact, c'est exactement ça. C'est exactement avec quoi j'allais conclure. Quoi qu'il arrive, c'est que la différence elle est présente encore aujourd'hui quoi qu'il arrive. Donc exactement. C'est sûr que de toute façon, et ça je l'ai appris aussi, on naît avec un patrimoine, voilà. Donc pour ouvrir un petit peu aux futures générations, j'aimerais te poser, te demander quel est ton plus grand espoir pour les futures femmes leaders, pour les futures femmes qui vont faire partie des CODIR et des COMEX. Ou même, j'ai envie de dire, puisque toi, tu es aussi dans l'entrepreneuriat, des femmes leaders en général qui vont l'idée, mais ouais, un petit truc par rapport au monde de l'entreprise quand même. Alors, moi, j'aimerais que ça reste des femmes, en fait. Et je crois beaucoup à la diversité, hommes-femmes, jeunes, vieux, etc. Oui, en général. Et je pense que c'est important que les femmes restent des femmes, les hommes restent des hommes, au sens où qu'il y ait de la diversité et qu'on n'essaye pas de se ressembler. Donc on accepte nos différences. Tu vois, l'égalité, quand on parle d'égalité homme-femme, on n'est pas égaux, on n'est pas les mêmes. Ça c'est sûr. C'est plutôt de l'équité qui est importante. Et du coup, voilà, c'est important et à un moment je l'ai perdu de vue et je pense que c'est fondamental qu'on reste nous-mêmes avec nos forces, nos faiblesses et je crois que c'est clair. Et il y a un autre point qui m'a énormément marqué et que j'ai constaté aussi chez moi, hein, c'est que je pense que les femmes ont tendance à beaucoup moins accepter les autres femmes. Les femmes sont très dures entre elles peut-être parce que il y a ce sujet de compétition et de place plus limitée pour les femmes. Et en fait, j'encourage aussi les femmes à s'entraider quelque part et à se respecter autant qu'on peut respecter les hommes. Ça résonne énormément. J'ai constaté comme un travers chez moi, je le sais. J'ai beaucoup plus de facilité à travailler avec des hommes et c'est dommage. Et je pense que voilà, il faut arriver à passer au-delà de ça et ce sera important et ce sera peut-être une des clés. Ça résonne avec le bagage dont tu parlais, hein, tous les contenus qu'on nous a donnés depuis toute petite, où faut se méfier de la femme et où l'homme il est le papa gentil, le pauvre papa qui se fait avoir par la belle maman, etc. Donc ouais, y a ça résonne avec tout le bagage aussi, et toutes nos peurs en fait. Hein, comme tu disais, hein, la peur qu'on te prenne ta place, la peur que toi tu sois pas à la hauteur par rapport à elle et donc tu l'envies. Il y a cette notion de jalousie voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans et en effet, c'est un beau message pour l'espoir des femmes leaders qu'elles soient plus dans l'entraide et finalement les futures et les anciennes femmes leaders aussi, enfin toutes les femmes en général, qu'elles puissent s'entraider à ces évolutions-là. S'entraider ou se respecter, parce qu'il faut pas arriver dans l'excès inverse. Et moi, j'y crois pas du tout. Où en fait, c'est un combat contre les hommes. Non, on travaille ensemble et on se respecte. Et on se respecte, qu'on soit un homme ou une femme. À la limite, ça n'a aucune importance. Enfin, même pas à la limite, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est la même chose. Ça ne change pas. On termine par les 2 dernières questions du podcast. Quel est le pire conseil que tu aies jamais reçu ?
Ah bah, c'est celui de prendre des kilos pour être respecté ou de m'habiller en pantalon, effectivement, avec quelques kilos, de me transformer en homme. Franchement, c'est le pire des conseils. Et quel est alors le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Bah, à l'inverse, c'est d'assumer qui je suis, d'assumer mes envies, d'assumer le fait que je gagne pas suffisamment, plus que je gagne pas autant que mes petits camarades et que c'est normal que j'en suis affectée. Voilà, de s'assumer en fait, d'oser et de s'assumer. J'adore, ça résonne avec savoir dire non. Merci beaucoup Cécile. Avant qu'on termine, je voudrais quand même te poser une petite question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui aurait été différent si j'avais reçu un homme à ta place? Ah. Je pense qu'il se serait moins livré. Non, ça dépend. Non, j'exagère. Qu'est-ce qui aurait été différent si tu avais reçu un homme à ma place? Rien, en fait. Rien, parce qu'à partir du moment où il accepte de s'asseoir dans ce fauteuil, c'est qu'il accepte les mêmes règles du jeu. Donc, non, rien. La voix, le timbre de voix. Le timbre de voix et la cravate? Non. Non, il y a de moins en moins de cravates maintenant. Merci infiniment Cécile pour ton partage. En effet, merci de t'être livrée. C'était passionnant. Je vous invite du coup à aller voir toutes ces entreprises et son parcours incroyable. Merci encore pour tous tes conseils. Je sais que ça en enrichira énormément des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent. Merci à toi Margot. Plaisir partagé. C'est une belle émission en tout cas. Je suis ravie et fière d'y avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.